Voilà. Déjà, d'abord, merci à tous les trois de venir assister à cette table ronde et de partager votre expérience avec les lycées, avec les élèves des lycées français du Chili. Cette table ronde, donc, elle va être dédiée à l'objectif de développement durable numéro 16 de l'agenda 2030, qui est paix, justice et institutions efficaces. Et l'idée, là, c'était vraiment de représenter des métiers, des filières de la science politique et du droit avec une orientation au développement durable ou égalité orientation environnement ou égalité dans l'accès aux soins, ce genre de thématiques qui sont inscrites à l'agenda 2030. Donc, merci à tous les trois de venir. Je vous présente brièvement, mais je pense que ce qu'on va faire, c'est que vous allez chacun prendre ensuite à peu près 6 minutes pour vous présenter votre parcours, etc. Donc, on a avec nous Claire Martin, qui est actuellement attachée de presse au département de l'Isère et qui a été journaliste pendant plusieurs années au Chili. Donc, je pense que les élèves seront intéressés par son parcours et de voir un peu ce lien avec le Chili. Sophie Zakaria est en charge de la Fondation Médecins du Monde. Elle est spécialisée dans l'accès aux soins et à la santé pour les femmes. Elle a eu beaucoup d'expérience dans des ONG à l'international, que ce soit en terrain ou depuis Paris. Donc là aussi, je pense que les élèves sont intéressés de voir un peu ces deux aspects-là, et puis ce que c'est un petit peu de travailler à l'international. Et enfin, Thomas Gilioc est avocat associé spécialiste en droit de l'environnement dans le cabinet CGCB et Associés. Et donc, ce serait intéressant là aussi de voir comment le droit peut aider à la protection de l'environnement et de voir aussi qu'est-ce que c'est une carrière dans la filière du droit. Donc, voilà, merci d'être ici. Et puis, je vais laisser peut-être Claire Martin se présenter en première, dire un petit peu pardon, votre parcours, les études qui vous ont amené au métier que vous faites, et puis voilà, décrire un petit peu ce que vous faites. J'attire juste attention sur le fait que ce serait important si vous utilisez un vocabulaire un peu spécialisé, de le définir de manière à ce que les élèves puissent le comprendre, mais de toute façon, on verra avec la classe si tout est compris. Voilà. Donc, vous m'entendez? Très bien, très bien. Très bien. Donc, moi, j'ai fait des études d'histoire. Donc, j'ai fait Hippocagne-Cagne, une maîtrise, une licence d'histoire. Ensuite, en fait, donc c'était une époque où on pouvait rentrer dans le journalisme sans avoir besoin de passer par une école, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de passer par une école, de ne pas passer, pardon, par une école de journalisme. Donc moi, en fait, j'ai fait un stage en entreprise dans une rédaction parisienne et je suis restée. Au fur et à mesure, j'ai appris sur le tas mon métier. Sur le tas, c'est-à-dire sur le terrain, en faisant des reportages, en me faisant corriger par les rédacteurs en chef des différentes rédactions. Et puis, j'ai décidé en 2004 de partir vivre au Chili pour être correspondante. Donc, ça veut dire que avant de partir, j'ai fait, on appelle ça la tournée des popotes. Donc, je suis allée d'une rédaction à une autre pour dire, ben voilà, je suis journaliste, je pars au Chili, j'ai envie d'être correspondante pour votre média. C'est assez intéressant pour les médias parce qu'en fait, ils n'ont pas à payer de salaire, c'est-à-dire qu'ils payent à l'article. Donc, on peut facilement être correspondant pour un média s'ils n'ont personne d'autre, parce qu'après, il y a un lien de fidélité qui se crée où en fait, quand on est correspondant dans un pays, on est le seul correspondant du média dans le pays et ils ne font appel qu'à nous. Donc, s'ils ont déjà un correspondant, on ne peut pas être correspondant pour eux. Donc, la chance que j'avais, c'est qu'au Chili, il n'y avait plus de correspondants depuis 2 ans. C'est en fait un pays qui, enfin, vous l'avez peut-être vu dans les médias français, mais c'est un pays dont on parle peu en fait en France. On en a parlé parce qu'il y avait eu Gabriel Boric qui avait été élu, on en parle de temps en temps pour d'autres, enfin, on en a parlé récemment pour le référendum et évidemment, mais finalement, il y a quand même peu de liens entre la France et le Chili au niveau médiatique en tous les cas. On parle beaucoup plus des pays, des anciens pays colonisés par la France, l'Algérie, le Maroc, voilà, et encore, on n'en parle pas tant que ça. On est un pays qui est quand même très tourné vers la France et peu tourné vers l'international, donc les nouvelles de l'étranger arrivent finalement assez peu dans nos médias. Donc j'ai été correspondante pendant 14 ans au Chili pour Libération,
télévision, Radio France, donc ça veut dire France Inter, France Culture, France Musique, France Info. Et j'ai également j'ai beaucoup travaillé aussi avec Radio France Internationale, qui est vraiment pour le coup une radio où on entend beaucoup les correspondants du monde entier, avec des journaux spécialisés sur les différentes parties du monde, les différents continents. Voilà, et après, j'ai décidé de rentrer en France. Donc, je suis rentrée en 2018, si je ne me trompe. Et ça fait donc 3 ans que je suis rentrée. Donc, j'ai cherché, alors, un détail très important qui me lie à l'Institut franco-chilien, justement, c'est qu'avant de partir, j'ai été 2 ans chargée de communication à l'ambassade de France. C'est-à-dire que je suis passée, on pourrait dire, de l'autre côté du miroir, en étant journaliste, correspondante pour des médias. Après, je suis passée en tant que chargée de communication à l'ambassade de France, à faire des revues de presse, en fait, pour faire comprendre aux diplomates l'actualité chilienne, pour donner à voir, parce que comprendre, ils la connaissent, mais donner à voir, c'est-à-dire attirer leur attention sur les différents médias, en fait, comment est-ce qu'on traite l'actualité nationale par la presse nationale chilienne, et faire animer les réseaux sociaux de l'ambassade de France, ce genre de choses-là, j'avais à faire. Donc voilà, le Facebook, le Twitter, on en avait un aussi à l'époque, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et après, voilà, j'ai décidé de repartir en France. Non, j'espère que je ne suis pas trop longue. Et je suis devenue attachée de presse au département de l'Isère. Donc c'est un morceau en fait de chargé de communication, c'est attaché de presse, c'est-à-dire qu'on fait les liens. Moi, je fais le lien entre la presse locale. Alors là, c'est local, hein, c'est-à-dire le Dauphiné libéré, etc. Autour de, donc je suis basée à Grenoble. La presse locale, France Bleu Isère, voilà, en Isère. Et je fais le lien entre la collectivité et la presse. C'est mon rôle. Donc, j'anime des conférences de presse, j'écris des communiqués de presse, bref, tout ce qui est communication à la presse pour faire parler de nous médiatiquement, c'est moi qui le gère. Voilà, je laisse la parole aux autres. Je pense que j'ai été un peu longue. Ah, c'est très bien, merci beaucoup. Je pense que si les élèves ont des questions plus spécifiques, on reviendra. Mais non, c'était la bonne longueur. Maintenant, je vais peut-être laisser Thomas, si vous êtes d'accord, pour présenter votre parcours et votre métier. Oui, bien sûr. Oui? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis avocat. Je travaille sur la ville de Montpellier et la ville de Lyon. Mon parcours universitaire, il est assez classique pour quelqu'un qui est devenu avocat. C'est-à-dire que j'ai fait la faculté de droit à Montpellier pendant 5-6 ans. C'est-à-dire que j'ai fait une maîtrise de droit et ensuite j'ai fait 2 diplômes, un diplôme en droit public et un diplôme en droit de l'environnement. Ensuite, j'ai passé l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et une fois que vous réussissez cet examen d'entrée, vous entrez à l'école des avocats pendant 1 an et demi à peu près, au terme desquels vous passez l'examen qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Par la suite, en 2003-2004, je suis rentré dans le cabinet dans lequel j'exerce encore, qui est un cabinet orienté sur des matières où vous avez systématiquement des rapports entre un citoyen et l'administration, un citoyen et une entreprise administration, sur des sujets qui sont en lien direct avec l'action publique des collectivités, c'est-à-dire des communes, des départements, des régions, de l'État, et les rapports aussi entre les entreprises et ces mêmes personnes publiques. J'ai passé un diplôme de spécialisation en droit de l'environnement il y a 2 ans, parce que je me rendais compte que ma pratique s'orientait essentiellement sur des sujets en matière de construction, d'urbanisme, d'expropriation. Et tous ces sujets appellent nécessairement une dimension qui est liée à la question de l'environnement. Dès que vous allez faire un terrassement, dès que vous allez faire une construction, dès que vous allez faire un équipement public, un barrage, un port, vous allez nécessairement être confronté à une réalité matérielle et naturelle avec des enjeux environnementaux qui sont de plus en plus présents aujourd'hui dans la législation. Mon activité en tant qu'avocat est une activité, je le dis pour les lycéens qui nous écoutent, l'avocat n'est pas forcément systématiquement un avocat qui plaide. On voit souvent ça dans les films ou les séries. Vous avez en réalité une activité de conseil
auprès de vos clients, qui sont des entreprises, des particuliers, des associations, notamment des associations de protection de l'environnement. Vous avez aussi une activité de contentieux, c'est-à-dire que vous représentez en justice, par exemple, une association de protection de l'environnement qui va lutter contre un projet qui est susceptible de générer des impacts environnementaux. Et puis, vous faites aussi de la formation. Je vous donne un exemple très simple. Début janvier, l'année dernière, enfin cette année, en janvier, j'ai fait une formation avec un de mes associés où on animait auprès de confrères voilà, une sensibilisation aux questions environnementales dans le droit. Ces confrères étant plutôt spécialisés sur de l'acquisition d'entreprises. Et ces entreprises, lorsqu'elles rachètent d'autres entreprises, sont elles-mêmes confrontées à des problématiques parfois environnementales sur j'achète une entreprise qui a telle activité qui peut générer une pollution des sols, etc. etc. Donc, conseil, contentieux, formation. Voilà, je suis dans un cabinet qui travaille beaucoup sur ces sujets. On est un cabinet qui on a à peu près 35 avocats. 35 avocats. Et mon activité m'amène à traiter des dossiers qui sont assez intéressants parce que souvent ce sont des dossiers en lien avec l'actualité. Ça peut être une pollution aux hydrocarbures sur une côte. Ça peut être des atteintes des espèces protégées du fait de la réalisation de travaux. Ça peut être de défendre des projets qui peuvent être structurants, mais qui vont être attaqués par des citoyens ou des associations de protection de l'environnement. On peut être dans les deux camps. Et pour terminer, je constate effectivement que le sujet de l'environnement en matière juridique est un sujet qui devient de plus en plus important, qui embrasse voilà, tous les domaines juridiques, que ce soit de l'activité de droit économique, que ce soit les marchés publics. Donc, c'est véritablement aujourd'hui une matière qui recoupe beaucoup d'activités. Et c'est ce qui est intéressant et qui évolue sans cesse, alors particulièrement en France. Et je termine par là, via le droit européen, le droit de l'Union européenne qui, en matière environnementale, est assez pilote. Les États membres de l'Union européenne devant transposer des directives qui, justement, vont essayer de gérer au mieux et de cadrer ces problématiques environnementales. D'accord, merci beaucoup. C'est super parce que comme ça, on voit beaucoup plus concrètement comment on fait la carrière pour devenir avocat. Et puis, c'est intéressant de voir aussi qu'on peut se spécialiser après, quoi, qu'on peut partir à la base sur quelque chose d'assez général et puis ensuite donner une orientation plus environnementale. Donc, merci beaucoup. Et puis, Sophie, du coup, je vous laisse terminer en vous présentant. Merci. Bonjour, donc moi, je m'appelle Sophie Zaccaria. Je travaille actuellement avec la Fondation Médecins du Monde, dont je dirai quelques mots ensuite. Mais en ce qui concerne mon parcours, j'ai fait des études de kinésithérapeute. J'avais en fait toujours voulu partir à l'étranger, faire, comme on dit, de l'humanitaire, aider les autres. Et l'approche paramédicale me semblait être une bonne idée pour aller travailler avec des ONG. Donc, j'ai fait ce diplôme. J'ai travaillé un tout petit peu en France et je suis partie très rapidement à l'étranger, dans la bande de Gaza. Alors, je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais c'est ce qu'on appelle les territoires occupés et de la Palestine. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Et j'étais partie pour 6 mois pour enseigner la kinésithérapie à des étudiants palestiniens. J'y suis en fait restée 3 ans. Alors, j'ai continué un parcours professionnel en dehors de cette première ONG, donc organisation non gouvernementale avec laquelle je suis partie, qui s'appelait Enfants réfugiés du monde, pour ensuite rejoindre les Nations Unies et une agence particulière qui s'appelle l'UNRWA, qui est l'agence qui s'occupe spécifiquement des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés, mais aussi dans les pays d'accueil aux alentours, Syrie, Liban, etc. Après ce passage à l'ONU à Gaza, comme responsable des réfugiés, ce qui est une profession un peu particulière dans ce contexte, puisqu'on avait un mandat pour s'interposer entre les forces occupantes, c'est-à-dire les forces israéliennes,
et les populations locales gazaouis de Gaza. Bon, je pourrais élaborer, mais ça serait un peu long. En tous les cas, j'étais une jeune femme qui s'est retrouvée dans une situation très compliquée, aussi bien au niveau humain que juridique, technique, et avec pas mal de dangers, en fait. Mais quand on est jeune, on ne s'en rend pas bien compte. C'est maintenant que je prends conscience de ce que j'ai vécu, enfin maintenant. Depuis quelques années, j'ai pris conscience de la situation un peu compliquée dans laquelle nous étions, dans laquelle les Nations Unies nous mettaient. On était encadrés quand même. Et grâce à cette première approche avec l'UNRWA, donc l'Agence pour les réfugiés palestiniens, j'ai pu continuer un parcours au sein des Nations Unies. Et j'ai rejoint ce qu'on appelait les missions électorales. Donc les missions électorales, c'est pour mettre en place des élections suite à des accords internationaux. Et la première mission que j'ai faite, c'est au Cambodge, dans le cadre des accords de paix qui avaient eu lieu dans les années 80. Une mission des Nations Unies s'est mise en place et le pays a été pris en charge complètement par les Nations Unies, aussi bien au niveau policier que militaire et que électoral. Et donc, j'ai fait partie de l'équipe des Nations Unies qui a mis en place ces élections. Dans cette avancée, j'ai continué et j'ai rejoint une autre mission électorale des Nations Unies en Afrique du Sud pour les premières élections multiraciales en Afrique du Sud, donc en 1994. Peut-être vous savez quel président a été élu. Vous me le direz peut-être après, si vous connaissez son nom, qui est un petit peu connu, qui a été élu en 94. Voilà. Et donc, après ce parcours à l'international, j'ai décidé de reprendre des études, puisque si vous avez suivi, j'étais kiné à l'origine, kinésithérapeute, et donc je m'occupais d'élections dans le monde. Donc, il y avait besoin d'un petit complément pour asseoir mes futures expériences professionnelles, pour de futures expériences professionnelles. Et donc, j'ai fait un master, c'est-à-dire un diplôme de 5 ans après le baccalauréat, mais grâce à des équivalences, ce qui est un système assez courant maintenant. Ce n'était pas le cas en 94, je dis la date, en 94, et j'ai pu faire ce diplôme en sociologie du développement, donc plus orienté vers l'humanitaire, vers le développement. J'ai rejoint ensuite des associations humanitaires en France, Enfants réfugiés du monde, puis le CCFD, une association catholique qui vient en aide et qui finance uniquement des associations locales. C'est assez intéressant, qui n'envoie pas d'expatriés, qui n'envoie pas des gens sur le terrain, mais qui valorise ce qu'on appelle la société civile et les compétences locales, ce qui est très important, me semble-t-il. Ensuite, j'ai rejoint Médecins du Monde, car ma formation de départ, c'est quand même le médical et le paramédical, pour occuper un poste de responsable de plaidoyer. Alors ça, c'est peut-être des termes que vous entendez, que vous ne connaissez pas, mais alors c'est différent du métier d'avocat, parce qu'on a la chance d'avoir un avocat. C'est un autre travail, c'est influencer les décideurs pour prendre des actions ou des lois qui pourraient servir à un meilleur accès à la santé. Je parle du monde de la santé, à la santé ou aux soins. Après 10 ans au poste de directeur du plaidoyer à Médecins du Monde, j'ai assez récemment pris la tête de la Fondation Médecins du Monde, qui, elle, œuvre plus spécifiquement en faveur des femmes, de l'accès à la santé des femmes, et notamment pour l'accès à la contraception et à l'avortement dans des conditions sûres et légales. Cette fondation finance donc des associations de femmes exclusivement. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Sophie. Je vais voir juste d'abord laisser Jean d'Alembert savoir s'ils ont des questions, et puis si les élèves sont un peu timides,
J'en ai quelques-unes dans ma poche. Donc, est-ce que la classe du lycée Jean d'Alembert a des questions pour nos 3 intervenants? Bon, alors apparemment pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Là, je crois qu'il y a plus de timidité. On va vous laisser enchaîner et on va réfléchir de notre côté là, à quelques questions. D'accord, très bien. Bah, dès que si vous en avez une qui vient, sinon vous la mettez dans le chat si jamais pour ne pas la perdre. Merci. Très bien. Donc, moi, j'avais une question, et peut-être en particulier pour Sophie et Claire, mais je pense que ça marchera aussi avec Thomas. C'est surtout vous avez eu, en fait, bon, Sophie, vous avez commencé en étant kiné, ensuite vous travaillez dans une ONG, et Claire, j'ai l'impression que le métier, enfin, vous avez dit que vous n'avez pas fait une école de journalisme à proprement parler, et je voulais savoir quelles sont les qualités pour faire vos métiers. Et comment vous avez réussi en fait un peu à apprendre sur le tas. Bon, la kinésithérapie, ça ne prend pas vraiment sur le tas, mais voilà comment on s'adapte à ce genre de carrière et puis finalement on passe par des chemins qui n'étaient pas forcément prévus à l'origine. Peut-être que Claire, vous pouvez commencer. Alors, je remets mon son. En fait, il faut avoir de la curiosité pour être journaliste et de la rigueur. Et puis, avoir le sens de l'observation, essayer d'écouter les différentes parties d'un problème. Voilà, être ouvert et avoir l'esprit critique aussi. D'être capable de se dire, mince, ce qu'il est en train de me dire, ça ne me satisfait pas, je vais lui poser plus de questions. Et donc, on a le droit d'être timide aussi en étant journaliste, mais c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet aussi de nous retirer un peu de timidité, puisque on est obligé d'aller vers l'autre et de lui poser les questions qui peuvent fâcher des fois. Voilà, donc c'est assez passionnant comme métier. Et comme attaché de presse, c'est un autre métier en fait. C'est-à-dire qu'ici, je suis dans une collectivité, donc autant en tant que correspondante, je travaillais toute seule. Donc c'était moi avec moi. Et autant ici, je suis avec, il y a 4700 agents au département de l'Isère. Et je travaille avec des médias, il doit y en avoir une dizaine sur l'Isère, donc avec plein de journalistes, plein de rédacteurs en chef. Donc en fait, je suis un peu au centre enfin pas forcément au centre, mais disons que je parle avec beaucoup de gens. Donc ça veut dire qu'il faut, je pense, faire attention à comment est-ce qu'on s'exprime, être bienveillant, c'est important, de ne pas toujours montrer du doigt celui qui fait une erreur, par exemple. Être à l'écoute et essayer de comprendre, ça aussi, c'est le lien en fait avec le journalisme, c'est essayer de comprendre les problèmes ou essayer de comprendre ce qu'on nous dit pour pouvoir les vulgariser en écrivant en fait, pour que ça soit, alors là, autant avant, je faisais des manifestations de femmes dans les rues, autant maintenant, je vais faire des communiqués de presse sur la fermeture de la route départementale 513. Donc ça peut paraître moins intéressant tout de suite. Ça a moins de portée nationale, on va dire. Mais c'est intéressant aussi parce qu'il faut que j'arrive à faire comprendre les tenants, les aboutissants, pourquoi est-ce que c'est finalement important, et ça concerne en fait toujours des gens. C'est-à-dire que la fermeture de la route, c'est des riverains, c'est des entreprises qui vont travailler dessus, des riverains qui vont être coupés du monde, et voilà, donc il faut toujours arriver à faire preuve de pédagogie quand on écrit et quand on explique les choses. C'est un peu la pédagogie aussi, c'est un peu le lien entre mes deux métiers. Je laisse Sophie prendre la parole. En ce qui concerne le milieu de l'humanitaire, si j'ai un message à faire passer, c'est quand on veut aller vers les autres, si on veut apporter de l'aide, il faut aussi apporter des compétences. Je crois que la démarche, j'ai envie d'aider l'autre sans apporter quelque chose de particulier, c'est très compliqué pour en faire un métier en tous les cas. On peut le faire, mais dans d'autres
dans d'autres contextes, à savoir comme feraient peut-être des religieux ou des bénévoles purs qui viendraient en soutien psychologique, moral. Mais si vous voulez travailler dans le milieu humanitaire, il faut apporter des compétences, quelque chose, une plus-value, quelque chose que les personnes qui reçoivent n'ont pas. Parce que la position de l'humanitaire qui est en haut et de la personne qui reçoit, ce n'est plus admissible. Ça a été beaucoup comme ça pendant de nombreuses années. Donc, il faut donc des compétences, c'est la première chose, dans différents domaines. On peut avoir des gens qui sont dans la logistique ou qui vont être dans le médical, qui vont être ingénieurs ou qui vont être spécialisés dans l'environnement. Ça, c'est la première qualité. Et l'autre qualité, c'est vraiment l'ouverture vers l'autre. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier, c'est qu'on va rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de faire, et donc d'être prêt à écouter, comme le disait Claire aussi, mais aussi à adapter, à s'adapter, à apprendre de l'autre. Et on peut aussi, grâce à ces nouvelles acquisitions que nous on fait, progresser et améliorer les programmes. Et tous les programmes qu'on peut proposer dans le cadre d'une activité d'ONG, elle doit provenir aussi d'une demande locale. On n'arrive pas avec des projets clés en main. Et c'est très important donc de s'inspirer localement et de savoir si notre présence a un sens, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. À la limite, peut-être que Thomas, vous pourriez aussi un petit peu décrire les qualités pour être avocat. Oui, bien sûr. Pour que les élèves un peu puissent savoir quelles sont Oui. ces qualités. Alors, bon, la première des choses, c'est que c'est un métier qui est, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, très consommateur de temps. À partir du moment où on essaie de l'exercer avec passion et avec beaucoup d'engagement, vous passez beaucoup de temps au bureau, vous passez beaucoup de temps au téléphone, vous sortez de temps en temps pour aller à une salle d'audience ou pour aller voir des clients. Je pense qu'il faut être quand même assez rigoureux. Pourquoi? Parce qu'on est sujet aujourd'hui à une espèce de frénésie législative et réglementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un texte qui sort tous les jours et qui modifie un autre texte, etc., etc. Donc, ce sont des données importantes parce que vous ne pourrez pas exercer votre activité en étant rapidement dépassé par des éléments que vous devez maîtriser, ce que vous demande le client. Il faut avoir, quand on exerce ce métier, comme je le disais, de la passion, c'est-à-dire qu'il faut avoir des sujets qui vous intéressent. Moi, j'ai des confrères qui font du droit pénal parce que voilà, c'est un peu l'origine et le cœur du métier d'avocat, qui est la défense pénale face à un procureur devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Ce sont des gens qui voilà, ont ça greffé au cœur et au corps. Mais il n'y a pas que, quand on parle d'avocat, du droit pénal, vous avez des gens qui font du montage de société ou qui vont faire de la défense d'agents de fonction publique, mais qui ont la passion du droit, qui ont la passion juridique, des raisonnements juridiques. Je pense aux lycéens qui aiment par exemple les mathématiques. Vous avez une part sur la formation juridique qui relève plutôt des sciences humaines, et puis il y a une part aussi de logique que je rattache souvent à la mathématique, à la physique, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi un raisonnement assez cohérent par rapport à l'imbrication de textes, à leur interprétation, etc., etc. Donc je pense qu'il faut de la rigueur, il faut de la passion, et puis il faut savoir se remettre en cause. C'est-à-dire que pour les lycéens qui font des activités sportives notamment, vous allez faire un match de foot, vous allez gagner le samedi, et puis le samedi qui suit, vous allez perdre. Le cabinet d'avocat, c'est un peu la même chose. Quand vous avez des contentieux, vous avez des dossiers où vous pensez gagner, et puis finalement, le magistrat le voit différemment. Et certains dossiers que vous pensez ingagnables, et parce que avec le client, avec le particulier, vous arrivez à trouver des solutions et à inverser la tendance. Voilà, c'est un métier qui est prenant, passionnant et qui nécessite effectivement de s'ouvrir aux autres parce qu'on ne peut pas rester avec une vision, une logique un peu
étroite dans ses codes, dans ses bouquins et dans sa jurisprudence. Il faut savoir écouter les autres, et notamment les clients. Je pense aux professionnels avec lesquels vous allez être amené à travailler. Voilà. D'accord, merci. Si le lycée Jean d'Alembert a une question, encore une fois, n'hésitez pas à nous interrompre. Moi, j'ai des questions un petit peu plus spécifiques à chacun et chacune. Claire, notamment, je me demandais, parce que vous avez dit que vous n'avez pas fait d'école de journalisme, mais je voulais savoir si vous saviez un petit peu justement comment ça marche aujourd'hui pour être journaliste en passant par une école de journalisme, pour que les élèves puissent éventuellement voir concrètement en fait quel genre de parcours ils devraient suivre, si vous dites que c'est un peu plus Alors, un peu plus le cadré chemin aujourd'hui. oui, bien sûr, excusez-moi. Le chemin qu'on dit un peu la route qui mène droit vers le journalisme, c'est en général Sciences Po et ensuite une école de journalisme. Donc il y en a, elles se sont multipliées les écoles, donc il y en a qui sont plus ou moins prestigieuses. Après, attention, le journalisme, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier où il y a quand même beaucoup de gens qui sont journalistes. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont du mal à en vivre. Donc voilà, n'hésitez pas à le penser plusieurs fois. C'est aussi, il y a beaucoup de... Alors à mon époque, après, je ne sais pas les jeunes, il y en avait beaucoup qui voulaient être journalistes de guerre. Hein. Donc voilà, il faut savoir aussi que journaliste de guerre, on peut se prendre une balle. Ce n'est pas un métier simple. Hein. Et ça veut dire aussi qu'on est sur des zones de conflit avec, voilà, on voit aussi la détresse du monde, ce qui doit être le cas aussi de Sophie dans son métier. Mais c'est pas simple. Donc moi, j'avais aussi aimé le Chili parce que c'était à l'époque, puisque j'y suis allée juste avant la révolution sociale, mais un pays assez, enfin voilà, où il n'y avait pas de conflits guerriers en tous les cas. Il y avait beaucoup de conflits sociaux et beaucoup de problèmes, et que humainement, ça pouvait être dur des fois à voir et à et à entendre. Mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de travailler à l'étranger en tant que journaliste. Mais voilà, la voie royale, c'est celle-ci, c'est Sciences Po et école de journalisme. Et ensuite, trouver un stage dans un média, c'est en général, suivant l'école qu'on a faite, on en trouve ou pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est très... Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de possibilités d'avoir... Enfin, disons qu'il y a des médias qui prennent des stages que dans certaines écoles de journalisme. Voilà. Donc, c'est un peu dommage parce que ça ne laisse pas sa chance à tout le monde. Et ensuite, c'est pas dit qu'une fois qu'on a fait un stage, qu'on trouve un travail, etc. Donc, voilà. Mais je ne veux pas D'accord. vous décourager pour autant. Non, il faut s'accrocher, il faut être passionné. D'accord, merci. Alors, le lycée Jean d'Alembert a des questions. Je vais vous laisser la parole. Alors, une question, comment ça c'est que si c'est difficile d'être journaliste dans un autre pays étranger. Est-ce que l'élève peut se rapprocher? On n'entend pas très bien la question. Alors, si c'est difficile d'être journaliste dans un autre pays étranger. Peut-être écrire dans le chat. Quoi? Est-ce qu'on a entendu? Non, qu'est-ce que c'est être journaliste dans un pays étranger? Oui, est-ce que c'est difficile? D'accord. Est-ce que c'est difficile d'être journaliste dans un pays étranger? C'est difficile. C'est pas difficile. C'était pas difficile au Chili. Pourquoi? Parce que j'étais française. Donc, comme vous le savez bien, au Chili, il y a quand même un racisme pour certains autres pays riverains, enfin, qui sont limitrophes. Et par contre, les Européens, on est quand même très bien vus. Donc, la porte était toujours ouverte parce que j'étais française, en fait. J'aurais été journaliste péruvienne, je ne suis pas sûre que ça aurait été si simple, en fait. Donc, il y avait ça. Il y a le fait aussi que, après la grosse difficulté d'être correspondant à l'étranger, c'est d'être tout seul dans son travail, parce qu'on est le seul journaliste de son média. Moi, je n'avais pas d'autres correspondantes françaises, donc je me réunissais de temps en temps avec des correspondants d'autres pays, mais qui n'ont pas forcément les mêmes
intérêts au niveau de l'actualité, parce que la France a des intérêts, enfin, elle voit le Chili sous un certain angle qui n'est pas forcément celui avec lequel les États-Unis vont voir le Chili ou d'autres pays. Et ensuite, ce qui est toujours passionnant, c'est que j'ai fait des interviews de gens dans la rue qui n'étaient pas forcément clochards, hein, mais des vendeurs ambulants. Et de la même manière qu'après, 10 minutes plus tard, j'avais un rendez-vous à la Moneda pour interviewer la présidente ou le président du Chili. Et donc ça, c'est assez passionnant parce qu'on rencontre des gens de tout milieu et sur des sujets. Moi, j'ai fait aussi dans un supplément été de Libération, j'avais fait un gros article sur les motels. Donc avec voilà, les lieux de rencontre pour faire l'amour avec et donc j'avais rencontré des Chiliens qui me racontaient pourquoi pour eux c'était intéressant d'y aller. Donc on fait des choses on découvre des milieux, des endroits, des villes, j'étais allée à Caleta Tortel à la fin de la panaméricaine, avant qu'elle reprenne au niveau d'Aïssen. Au niveau de plus bas de la Terre de Feu. Donc voilà, on va dans des endroits où on ne serait jamais allé si j'étais juste, si j'avais un métier dans un bureau, on va dire. Donc c'est pas difficile d'être journaliste à l'étranger, c'est plutôt passionnant. Après, c'est difficile d'en vivre. C'est-à-dire que des fois, il faut faire quand même beaucoup de médias, il y a beaucoup de problèmes de décalage horaire. On va travailler le décalage horaire avec le Canada n'est pas le même que celui pour la France, qui n'est pas le même pour celui de la Belgique et de la Suisse, même si c'est plus près. D'ailleurs, c'est le même, je raconte des bêtises, mais en tous les cas, pour le Canada, c'est différent. Donc voilà, des fois, on va travailler à 5 heures du matin, des fois à 1 heure du matin, des fois un peu à n'importe quelle heure, suivant le timing du média. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a d'autres questions. Allez-y. Bonjour. J'ai une question par rapport à la presse chilienne. Vous avez travaillé par rapport au journal, médias chiliens, qu'est-ce que vous y pensez par rapport à leur travail. À leur travail. Ouais. Donc, si j'ai tout compris, vous me demandez ce que je pensais de la presse chilienne. Donc, la presse chilienne, alors moi, j'ai dû me mettre, j'aime pas les réseaux sociaux, mais j'ai été obligée de me mettre sur les réseaux sociaux au Chili, donc de me créer un compte Facebook et un compte Twitter pour avoir en fait accès à l'information qui n'est pas reprise par la presse, la presse généraliste, on va dire, la Tercera et El Mercurio. Et même s'il y a des médias radio qui sont peut-être plus indépendants, il manque quand même encore des choses. Donc, c'est pour ça, quand on voit d'ailleurs sur mon tweet, je crois que j'ai 2 personnes qui me suivent ou une, et j'ai 2 tweets, j'ai dû écrire dans ma vie, notamment parce que j'avais aussi un devoir de neutralité que je garde, je conserve encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne m'exprimais pas. Mais en fait, c'était surtout, l'intérêt pour moi, c'était surtout d'avoir l'information, les gens qui parlent et qui s'expriment sur des sujets qui ne sont pas forcément repris par les médias. Et c'est vrai qu'au Chili, c'est quand même un problème de ne pas avoir une presse plus indépendante, même si la presse indépendante, dans l'absolu, ça n'existe jamais. Au Chili, c'est quand même une grosse difficulté de l'information. Et on a, grâce à quelques journalistes, notamment télévisés, il y a plus de critiques quand même, comme je pense à Matamala, mais j'étais là avant le conflit social, donc je ne sais pas ce qui s'en est passé depuis, mais il y a quand même des journalistes qui font honneur au métier et ce n'est pas facile pour eux, donc voilà. Merci beaucoup. Alors, encore une question, les filles, à la C'est que aux lois environnementales, en fait, c'est que ici au Chili, on vient de refuser une proposition de constitution qui, protégeait les lois environnementales. Et ici au Chili, il y a plusieurs problèmes, en train de parler de l'environnement,
Alors, si vous pensez que ce serait idéal ou ce serait bien que l'État protège l'environnement dans ses lois et dans la Constitution. Il serait nécessaire que ce soit des lois constitutionnelles au lieu de… On a parlé par exemple de droit européen et du fait que les lois environnementales en France étaient liées justement à ce droit communautaire. Et donc au Chili, on est un peu sur un vide à ce niveau-là. Hein. Oui. Thomas, je vous laisse répondre, si vous avez bien pu entendre la question. Alors, ce que j'ai compris, la question, c'est de savoir si ça présente un intérêt d'avoir une protection de l'environnement au niveau de la Constitution, c'est ça, du Chili? Oui, parce que le Chili a récemment eu la question, n'a pas voté sa constitution finalement, mais travaillait sur une constitution qui se voulait, enfin, qui était écologique, quoi. Donc, la question s'est vraiment posée au Chili récemment. Alors, vous comprenez bien que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un professeur de droit constitutionnel chilien, mais j'aurais tendance à vous répondre que la France, actuellement, elle fonctionne suivant des principes constitutionnels. Alors, pour les plus anciens qui sont hérités de la Révolution en 1789, mais pour les plus récents, ils sont fondés essentiellement sur les droits sociaux de 1946 et économiques et sur les droits, on va dire, fondamentaux de la Constitution de 1958. Mais sachez que la question du droit de l'environnement, le droit à vivre dans un environnement sain, voilà, n'a été intégré dans la Constitution qu'en 2005. On a annexé à la Constitution ce qu'on appelle une charte de l'environnement qui fixe les grands principes applicables sur le territoire national en matière de droit du citoyen. L'article 1er, c'est « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». L'article 2, je vous les cite comme ça, « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Bon, je peux vous citer, pardon, il y a une dizaine d'articles. Mais l'intérêt, en fait, c'est que tous les textes qui vont être votés sur un territoire vont devoir nécessairement respecter les principes que vous retrouvez dans la Constitution. Et donc, si au Chili, la ville de Santiago réalise des travaux, passe des contrats avec des entreprises et que ces activités sont de nature à créer un préjudice environnemental, vous allez pouvoir invoquer les éléments contenus dans la Constitution qui protègent le droit de l'environnement pour remettre en cause et attaquer les actions que la ville pourrait avoir ou qu'une entreprise pourrait avoir à l'égard de l'environnement devant un tribunal qui pourrait sanctionner effectivement la violation de ces principes. Donc, il faut retenir que la Constitution étant le texte suprême tout en haut de la pyramide des normes, des règles, des lois, si vous fixez tout en haut de cette pyramide la protection de l'environnement, et bien, en cascade, tous les textes vont devoir prendre en considération la question de l'environnement. Donc, c'est important. Merci beaucoup. Encore une petite question, peut-être cette fois-ci. Alors, pour l'ensemble des intervenants, d'ailleurs, peut-être pour Madame Zakaria. Oui, on a une question par rapport au parcours. Est-ce que avoir une deuxième langue ou savoir parler d'autres langues permet d'avoir un meilleur champ de carrière? Oui. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est la pratique d'une deuxième langue. Bon, je dois dire que l'anglais, comme vous le savez, est une langue qui est utilisée dans toutes les instances internationales et c'est vraiment utilisé aussi sur tous les terrains humanitaires. L'espagnol, bien sûr, est aussi une langue très, très bien acceptée et bienvenue dans nos milieux. Mais ce qui va différencier, puisque maintenant, la plupart des nouvelles générations parlent l'anglais, voire l'espagnol, c'est d'avoir une langue rare, hein, de connaître une langue un peu moins courante, surtout, ça dépend bien sûr de la zone dans laquelle vous allez.
Mais c'est sûr que si vous parlez l'arabe, si vous parlez le russe en ce moment, hein, voire l'ukrainien, c'est un plus. Donc, une base minimum de l'anglais, ça c'est vraiment le minimum. Le français, bien sûr, j'ai oublié de dire le français, bien sûr. C'est une langue en Afrique francophone notamment qui est bienvenue. Surtout si vous travaillez notamment avec des associations nord-américaines, hein, et je pense aux Américains qui recrutent pas mal de francophones, notamment des Français ou des Québécois, pour travailler, pour développer des programmes en Afrique francophone, hein. Donc oui, c'est un plus. Je ne dirais pas que c'est un plus, c'est obligatoire. Voilà, tout simplement. Ouais. Oui. Alors, merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question, peut-être pour l'ensemble des intervenants. Donc, Madame Pierre, professeure d'histoire-géographie, donc en charge de la spécialité AGGSP. En fait, ce qui ressort à travers les parcours, me semble-t-il, c'est qu'il y a une forme de labilité quand même entre, comment dire, il y a un passage à la fois du côté du privé, du côté du secteur plutôt public en tout cas, travailler pour des organisations, par exemple, on travaille pour des ONG, après on travaille pour des organisations internationales, on travaille pour un journal, on travaille ensuite pour l'ambassade. Voilà. Il y a une espèce de, à travers le parcours professionnel comme ça, de chemin un petit peu. Il y a un mouvement souple. Et donc, moi, la question, ce serait la question du positionnement finalement. Comment est-ce qu'on se positionne sur le plan éthique, sur le plan critique en tant que professionnel? Vous parliez, je pense que Mme Zachary tout à l'heure, des compétences en fait. Hein, en fait, finalement, ce qui importe, c'est d'apporter des compétences. Donc, du coup, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Puisque bon, on sait très bien qu'il y a quand même des considérations politiques qui sont à l'œuvre. Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir dans ce cadre-là? Claire, vous pouvez peut-être commencer à répondre, enfin, par rapport à cette personne qui a déjà pu Alors, réfléchir. est-ce que vous pourriez j'ai eu des coupures, c'était pas très clair, excusez-moi. Je laisse reformuler. Par rapport à l'éthique politique, c'est ça? Comment est-ce qu'on... Finalement, quand on travaille d'un côté, par exemple, pour un média et qu'on travaille ensuite pour l'ambassade, c'est pas exactement, on a des compétences, voilà, mais on n'a pas exactement le même positionnement. Donc, du coup, quels sont les enjeux? Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter finalement à cette différence de structure dans laquelle, de contexte dans lequel on vit? Quelles sont les compétences que l'on doit développer dans ce contexte-là? Des compétences qu'on doit développer. Alors, il faut s'adapter. Après, c'est des histoires de choix et d'intérêt personnel. Pour moi, les médias, ce qui était donc en fait j'avais une grande indépendance parce que le Chili n'étant pas un pays stratégique pour la France en termes médiatiques, j'écrivais ce que je voulais entre guillemets, puisque j'essayais d'écrire ce qui était le plus vraisemblable et le plus proche de la réalité, ce qui a quand même toujours une part de subjectivité, mais dans le journalisme, comme dans tout métier. Donc pour moi, mais j'avais une grande liberté, que j'écrive pour le Figaro ou Libération, ça n'allait pas changer en fait mon article. Ces médias étant des médias, l'un plutôt de gauche, l'autre plutôt de droite. Ensuite, d'arriver à l'ambassade et puis ensuite au département, c'était des choix de vie en fait, plus que des choix. J'avais fait le tour du journalisme, j'ai travaillé pendant 14 ans, même plus puisque j'avais travaillé avant dans une rédaction parisienne pendant 5 ans. Donc, en fait, c'était plus un choix de vie et moi, je suis restée en fait, pour moi, pour ma sensibilité, l'important, c'était de travailler pour, aujourd'hui, c'est un terme galvaudé, mais l'intérêt général, qui est un terme, en fait, qui, pour moi, correspond à quelque chose, même s'il est galvaudé. Et donc, de travailler pour la France, même si c'est un peu énorme, et ensuite de travailler pour une collectivité, dans le service public, pour moi, c'est important parce que j'ai l'impression de travailler pour les citoyens. Voilà, je peux pas aujourd'hui être chargée de communication dans une entreprise, fût-elle éthiquement très responsable,
j'aurais quand même toujours l'impression de vendre des pots de yaourt. Et donc, voilà, c'est un peu mon choix éthique. Donc, je considère que ça a toujours été un peu la ligne directrice de mon parcours et que ça n'a pas de. En fait, je ne suis pas en contradiction avec moi-même, mais c'est une histoire vraiment tellement personnelle et de sensibilité personnelle que c'est chacun qui doit avoir midi à sa porte, pas de leçons à donner aux autres, en fait. Merci. Sophie, peut-être que vous voulez aussi, enfin, je vais vous laisser répondre peut-être chacun à cette question. C'est une question extrêmement compliquée, hein, c'est une très bonne question même. Je pense que l'histoire des valeurs qu'on partage avec notre employeur, elle dépasse même le milieu de l'humanitaire ou du journalisme, hein. Je pense qu'il faut être en cohérence avec les personnes avec qui on travaille. Moi, il ne me serait jamais venu à l'idée d'aller travailler avec des parties prenantes de conflits. Je pense à des forces militaires ou à des groupes armés, bien entendu. Mais je peux, au sein de l'humanitaire, ne pas partager certaines approches. Je ne citerai pas de nom d'association, mais voilà, c'est une question de partage de valeurs. Pour moi, ce qui est important, c'est partager les mêmes valeurs. Après, travailler dans l'humanitaire ou travailler pour la France, comme disait Claire, je pense par exemple qu'il y a des agences qui financent le développement, l'Agence française de développement par exemple, qui finance des associations françaises, qui finance des programmes à l'étranger. Donc, c'est du gouvernemental. Mais si je partage les valeurs avec ce gouvernement-là ou cette agence-là, je pourrais apporter mes compétences sans problème. Donc, vraiment, c'est une question de valeur pour moi. D'accord. Et peut-être que Thomas, vous pouvez répondre comme ça rapidement. On va pas tarder à clore. Oui. En ce qui concerne la profession d'avocat, cette question, elle est régulièrement posée, c'est-à-dire que vous pouvez être contacté par un potentiel client qui vous explique sa problématique et puis vous sentez effectivement que le sujet soit ne vous intéresse pas, soit le sujet va à l'encontre de votre vision du monde, des valeurs que vous essayez de prôner au travers de votre activité professionnelle ou en tout cas de défendre. Et donc, quand vous êtes avocat, bien évidemment, mais comme pour la plupart des métiers, vous n'êtes pas tenu de répondre positivement à une sollicitation lorsque vous pensez que ce que vous allez faire ne correspond pas à votre vision des choses. Ensuite, il ne faut pas non plus être dans une logique trop simpliste. Vous pouvez, par exemple, très concrètement représenter une personne dont les activités sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, mais la réglementation est ainsi faite que de toute manière, elle va être encadrée par cette législation-là. Et si vous avez la fibre environnementale, vous la sensibilisez au maximum sur ces sujets-là. C'est-à-dire que vous allez progressivement lui faire prendre conscience qu'il y a des passages obligés, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contourner, et vous la sensibilisez au fait qu'elle va être sanctionnée si elle ne respecte pas telle et telle règle. Et puis à côté de ça, on est beaucoup plus à l'aise en ce qui me concerne lorsque vous défendez soit des projets qui sont très respectueux de l'environnement, soit des personnes qui essaient de faire respecter contre des projets qui, pour le coup, ne le respectent pas les valeurs environnementales. Là, c'est passionnant parce que vous ne comptez pas votre temps. Ça peut être technique. Mais pour revenir à la question, j'aurais tendance à vous dire que vous avez toujours le choix de ne pas prendre ou de prendre un dossier. Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour terminer, vous le sentez, quand la personne, ou quand vous sentez qu'elle n'a pas des valeurs qui sont cohérentes avec les vôtres, vous sentez que le dossier ne vous intéresse pas, vous sentez que le feeling ne passe pas, et dans ces cas-là, il faut arrêter. Il faut l'orienter vers un autre confrère. Et merci beaucoup de ce retour. Alors, c'est vrai que ces questions éthiques, moi, j'ai l'impression dans les échanges avec des élèves ou avec des jeunes étudiants ici au Chili, est quand même de plus en plus au centre des préoccupations, notamment par exemple autour du secteur minier. Alors, moi, j'entends beaucoup de jeunes qui finalement s'étaient formés pour pouvoir un jour travailler dans le secteur et qui abandonnent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne souhaitent pas travailler dans un certain type d'industrie ou avec un certain type de valeur
Et je crois qu'à travers, par exemple, les dernières évolutions politiques dans le pays, c'est quand même une question pour la jeunesse qui est assez fondamentale de se positionner finalement sur tout un tas de pans de la société, que ce soit dans le domaine environnemental, dans le domaine de l'équité, dans le domaine de la santé. Voilà, donc merci beaucoup pour ce retour. Merci à vous. Merci à vous. Alors, à moins que vous ayez une question dernière J'aimerais minute. quand même Oui, peut-être juste ajouter que c'est parfois de l'intérieur qu'on peut faire aussi changer les choses et pas toujours en étant opposé à. effectivement. Et c'était pour ça aussi qu'on a voulu faire cette semaine des métiers du développement durable. Comme vous disiez, en fait, c'est aussi une manière de dire que un peu dans n'importe quelle profession, on peut aussi essayer de donner un sens et d'essayer à sa manière de permettre de créer un meilleur futur. Et je pense effectivement que ça touche particulièrement cette génération. Et au Chili, les jeunes sont très, très investis dans ces thématiques-là. Donc, j'espère que ça aura pu un petit peu inspirer quelques élèves. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais je ne veux pas non plus vous retenir beaucoup plus longtemps. J'imagine que la classe du lycée Chantal-Lambert a peut-être cours après. Oui, on va devoir vous laisser, mais on verra. D'accord. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, merci aux élèves pour leurs questions, toute la classe. C'était un très bel échange. Et merci aussi aux intervenants d'avoir partagé votre expérience. C'était très intéressant pour nous aussi d'ailleurs. Avec Laurie, on a vraiment été très intéressés. Et puis, voilà, merci pour votre temps. Merci aux intervenants et merci à Campus Troll, merci à Lucie, merci à tous les organisateurs. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir.